Alors sur l'atelier 1, il y a eu beaucoup de participants, il y a eu 8 participants, donc cette avant tournait autour de la conception mécanique. 8 participants. Je vais d'abord vous citer les participants. Alors, on a procédé de la manière suivante. En fait, chaque participant avait 8 minutes pour présenter sa thématique, l'entreprise, enfin, une particularité sur l'entreprise en lien avec la conception mécanique et l'usine du futur, ou avec le laboratoire. Enfin, vous verrez les différents participants tout de suite. Et ensuite, il y a eu quelques questions posées. Il n'y a pas eu, enfin, il y avait un échange prévu entre l'ensemble de l'amphi et les participants. Cet échange n'a pratiquement pas eu lieu. On a été pris un peu par le temps parce que 8 minutes, c'est un peu une gageure quand même. Alors il y a M. Pascal Chaperon, qui est responsable des ventes académiques et recherches sur la zone Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique de chez Dassault Systèmes. Corinne Arvieux, maître de conférence à l'UT de Bordeaux au département GMP et maintenant au département SGM. Monsieur Gérard Vallée, délégué régional du CETIM et correspondant de l'AIF, c'est l'AIF, oui, de l'AIF en Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur Mathieu Barrault, professeur agrégé de construction mécanique à l'UT de Cachan et spécialiste en aéronautique légère. Monsieur Christian Dambrun, chef du service de conception et contrôle du CEA de Valduc, donc ce qui n'est pas très loin de Dijon. Madame Rim Swissy, account manager pour les ventes académiques et recherche de la société Alter. Monsieur Bartlomiège Zurowski, ingénieur d'études spécialisé en conception mécanique au laboratoire d'ITEX de l'Université de Lorraine. Et enfin, monsieur Florian Fraisse, responsable méthode et recherche et technologie en réalité augmentée au sein de l'entreprise Safran. Alors, donc je vais vous dérouler un petit peu. Alors les intervenants sont passés dans cet ordre-là. Donc je vais commencer par Dassault Systèmes, monsieur Pascal Chaperon, pardon. Donc il nous a présenté rapidement l'entreprise DS, je ne vais pas revenir dessus. À un moment donné, il nous a dit le monde virtuel, hein, c'est une maxime de DS, le monde virtuel va améliorer le monde réel. Il a cité quelques exemples. L'environnement des villes, Singapour qui a été entièrement modélisé et ils font des simulations quand ils veulent modifier l'urbanisme, ils veulent rajouter, je sais pas, j'imagine, modifier une rue, etc. Et donc, dans le but évidemment d'améliorer la vie. Il a donné quelques... Alors ensuite il a cité des endroits, des grands domaines où ils ont fait de la modélisation, énergie ressources, sans citer d'exemple particulier, la santé, la production locale et l'éducation et la recherche. Ensuite, il nous a dit aussi que pour DS, le monde virtuel, l'industrie du futur, mais en particulier le monde virtuel, DS parle de la renaissance, pas la renaissance au sens premier du terme, mais de la renaissance au sens plutôt ce qui s'est passé en Europe 14e, 15e siècle, si ma mémoire est bonne, oui, 14e, 15e siècle, et donc dans l'idée que ça va faire une approche vraiment nouvelle sur tout ce qui est conception 3D. Et puis tout ce qui s'ensuit derrière, bien sûr. Pour eux, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore, d'où la nécessité de se former tout au long de la vie et d'adapter évidemment les offres de formation existantes. Et ensuite, il nous a présenté la plateforme de développement qu'a développé DS, pardon pour la redite, qui a été élaborée en partenariat avec plusieurs écoles, que je ne citerai pas là parce que je ne les ai pas toutes notées, mais avec plusieurs écoles. Je crois que c'est quelque chose qui avait été déjà présenté en ACD, si ma mémoire est bonne. Alors, pardon, et notamment l'Université de Lorraine et l'UT de Mantes aussi. Il y a eu des questions, donc à l'issue des 8 minutes, plus de présentation, sur les jumeaux numériques. Donc, il nous a indiqué qu'il y avait la possibilité chez Dassault Systèmes de créer un objet réel avec son comportement virtuel. Donc, connexion entre le réel et le virtuel. Et l'exemple qu'il nous a donné, c'était un diagnostic de maintenance
à distance avec un ordinateur. Il nous a donné aussi un autre exemple, je ne l'ai pas noté, mais si mes souvenirs sont bons, où il y avait une main d'un robot, enfin pardon, il y avait un robot, quand on bougeait le robot sur le virtuel, il bougeait en réel, et quand on bougeait en réel, il bougeait sur le virtuel. Et donc c'était l'idée de connecter vraiment ce monde virtuel avec des choses complètement virtuelles sur ordinateur. Ensuite, il y a une question sur la continuité numérique. Bon, évidemment, là, il a parlé du PLM, et en nous indiquant que sur la conception de produits, sur les outils qu'il proposait, on allait depuis l'idée jusqu'au recyclage, en passant par la conception, la fabrication, la vente, la vie du produit. Et là, il a profité pour nous indiquer, excusez-moi, oui, il a profité pour nous indiquer qu'il était très important on parlait ce matin d'avoir plein d'informations au moment du process. Et là, il nous indiquait qu'il était très important pour les industriels d'avoir plein d'informations au moment de la vie du produit, à travers les services après-vente. Il a cité aussi, si ma mémoire est bonne, des enquêtes auprès des utilisateurs. Tout ça pour avoir une reconception ou une évolution du produit qui soit plus proche du besoin des utilisateurs. Et évidemment, nous indiquons que sur les produits d'assaut, c'est des choses qui pouvaient être traitées, récupérées et traitées. Je perds le mot, on parle de big data. Ensuite, on a eu Madame Corinne Arvieux, qui est maître de conférence à l'UQT de Bordeaux, et qui nous a parlé d'un projet, le projet MILCA. MILCA, c'est Manufacturing and Immersive Center Aquitaine. Donc c'est un produit qui est porté par l'Université de Bordeaux, je pense que ça s'appelle l'Université de Bordeaux, ou l'Université d'Aquitaine, l'Université de Bordeaux. Donc c'est un projet, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui a l'étude par le laboratoire. Et elle nous a présenté l'UT de Bordeaux. L'UT de Bordeaux, c'est 4 sites, dont 2 éloignés. Et ce projet intéresse les départements qui sont au sein des 4 sites. Alors pas tous les départements, mais certains départements, et de toute façon, qui sont éloignés. Et l'idée, c'est d'avoir un lien renforcé entre la... parler d'intégration des nouvelles technologies qui sont un réel problème sociétal. Et les départements à la fois de l'UT de Bordeaux, c'est ça, les départements de l'UT de Bordeaux et j'imagine c'est l'UFR des sciences humaines qui sont concernés. Et donc ils ont eu des demandes de PME qui souhaiteraient recruter des personnels qui sont formés sur ces métiers, qui sont liés à l'industrie du futur. Et donc le projet MILCA permet de renforcer les liens entre l'université et les PME. C'est à ce moment qu'elle nous a dit qu'effectivement, autant l'UT a évidemment une bonne relation, une bonne connaissance des PME, mais l'université c'est un petit peu moins vrai. Et donc en mettant en place des nouvelles formations en lien avec l'industrie du futur, développer l'interdisciplinarité, développer la recherche autour de ces thématiques et créer une plateforme pour aider les PME dans cette thématique. Et ensuite, elle nous a donné quelques exemples de procédés qui pourraient être portés par ces formations ou par ce projet, de la fabrication additive, d'usinage, du parachèvement, du contrôle. Avec, dans un contexte d'usine numérique, hein, l'idée c'est de créer une usine, je ne sais pas si on peut dire une mini-usine ou un atelier, je regarde un petit peu pour savoir si je me trompe, avec un support de SSH, pour mettre en place pas que des problématiques technologiques, mais aussi des problématiques de santé, d'ergonomie et de sociologie. Donc là, le projet a été accepté au démarrage par l'université, puis là, ils sont en attente de crédit, d'après ce que j'ai pu comprendre. Je vais trop lentement. Je déborde. Ensuite, il y en a 8. Ensuite, il y a eu M. Gérard Vallée de CETIM, qui nous a présenté donc, le CETIM, recherche et développement pour les PME, pour tout ce qui concerne le transfert de technologie. Donc je ne vais pas citer tous les domaines, parce que ça va être un petit peu long. Et je vais tout de suite venir aux exemples d'accompagnement d'entreprise dans le domaine de la conception. Il nous a cité un exemple, ils ont 3 machines de fabrication additive, dont une qui est unique en Europe. Je
j'ai plus en tête, elle fait des poutres, il me semble, hein, c'est ça, elle fait des poutres par projection de poudre, enfin par solidification de poudre, et donc ils ont une assistance sur la conception et la conception de produits utilisant ce type de matériaux, pardon, et de mise en œuvre de la machine. Oui, il nous a aussi dit qu'ils n'avaient pas seulement une aide technologique, mais aussi une aide. Maintenant, ils commençaient à s'intéresser non pas à comment je vais réaliser un nouveau système, un nouveau produit, mais aussi est-ce que ce système va intéresser les gens. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils ont développé des choses avec certains PME, où au bout du compte, ça a fait plaisir à l'ingénieur, il a fait un super truc, mais ça a intéressé personne d'autre, donc c'était pas rentable. Et donc ils commencent alors je sais pas si c'est par le recrutement, je ne crois pas qu'il l'ait dit, ou à travers d'autres entreprises, ils commencent donc à faire des études marketing et des études de business model pour vérifier que l'aide qu'ils apportent aux entreprises va effectivement déboucher sur quelque chose d'utile. Il faut que j'avance plus vite encore. Mathieu Barrault, ensuite professeur agrégé de construction mécanique à l'UT de Cachan, nous a présenté. Voilà, ça va être. Donc, ça va être long là. Ça va être super long. Notre objectif à nous, c'est de former des techniciens qui fabriquent des trucs réels. C'est terme, il me semble. Il nous a montré que l'avantage de la 3D, c'était de diminuer toutes les itérations qu'on peut faire pour arriver au bon résultat. Et par contre, il nous a aussi montré, moi j'en étais convaincu, donc je suis pas... voilà, qu'il est indispensable à un moment donné de passer à la fabrication du truc, ou du système, ou du produit, ou du bidule. Je te parle. Et pour montrer effectivement à l'étudiant que son système, son truc, son bidule, bah, il fonctionne bien en CATIA, il fonctionne toujours bien en 3D, mais il ne fonctionne pas forcément en réel. Ça va? J'ai été assez vite. Ensuite, on a M. Christian Dambrun, chef du service conception et contrôle du CEA à Val-Duc, qui nous a présenté le CEA rapidement, donc je vais passer. Il nous a dit qu'il y avait besoin d'évaluation, on va parler de formation, il nous a dit qu'il y avait besoin d'évaluation d'évolution de la formation des bacs plus 2 ou 3 en termes de renforcement des compétences en calcul des structures. On lui a bien demandé, je pense que c'est Pierre qui lui a demandé si c'était à bac plus 5 ou à bac plus 2 ou 3, il a bien répondu que c'était à bac plus 2 ou 3. Hein. Besoin en cotation fonctionnelle, exigence en fiabilité et en sûreté, hein, donc on est sur une thématique quand même malgré tout que j'aime, et connaissances dans la fabrication additive. Je passe tout le reste parce qu'on me demande d'être rapide. Si, on lui a demandé comment va évoluer le bureau d'études en 10 ans, c'est Jean-Pierre qui lui a posé la question, et il nous a indiqué, pour lui, il nous a indiqué que ce qui était important, c'était le partage des données. On a plusieurs sites, travailler de manière interconnectée entre les centres, ça rejoint un peu le premier point, partage de modèles 3D avec les sous-traitants, et ensuite avoir du calcul intégré dans le modèle 3D. Ensuite, on a eu Madame Rim Swissy qui nous a fait une présentation du logiciel de Alter et de l'optimisation topologique. L'optimisation topologique, c'est mettre de la matière où c'est nécessaire, réduire la masse de la pièce tout en conservant ses propriétés physiques. Il y a eu une présentation de plusieurs pièces avec un film où elle nous a présenté un petit peu comment le logiciel travaillait. Ensuite, on a eu M. Roski, donc ingénieur d'études spécialisé en conception mécanique au laboratoire d'E-Text. Et au laboratoire d'E-Text, ils ont développé à travers un fil rouge. Enfin, il n'y a pas un petit fil rouge, mais à travers un support qui est un drone. L'idée, c'est de développer de la pédagogie à travers ce drone. Et l'idée aussi, c'est ils ont fait travailler 2 élèves ingénieurs, il me semble, autour
la conception de ce drone, ils ont été observés par des psychologues et ces psychologues en fait ont défini toutes les étapes par lesquelles sont passés ces étudiants pour créer le drone, pour modéliser le drone. Et ensuite ils ont fait une mind map sur plusieurs parties de modélisation et pour définir précisément la méthodologie sur 3D expérience et ensuite développer de la pédagogie. Et cette expérience, elle devrait se terminer sur la fabrication du drone avec de la fabrication additive et avec de la fabrication plus traditionnelle, comme en numérique, etc. Ensuite, et enfin, on a eu M. Fraisse, c'est le dernier qu'on ait eu, qui nous a parlé de réalité augmentée pour l'industrie aéronautique. Donc M. Fraisse travaille chez Safran. Ils ont besoin de réalité augmentée pour faire de la maintenance sur leur... Alors ils fabriquent des trains d'atterrissage, ils font la maintenance des trains d'atterrissage. Un train d'atterrissage ça dure 40 ans comme l'avion. Ils ont besoin de faire des maintenances lourdes tous les 10 ans et ils ont de moins en moins de techniciens spécialisés. Donc ils ont besoin de développer des systèmes qui... Alors, il faut quand même que je dise comment ils travaillent actuellement. Ils travaillent avec beaucoup de papier, du PDF, etc. Ce qui est compliqué pour les techniciens, surtout les nouveaux techniciens qui rentrent sur le marché qui sont plutôt habitués à avoir des tablettes, des smartphones, etc. Et donc ils ont commencé à développer, je ne sais plus pour combien, mais je crois qu'il y a une petite dizaine, je dirais, entre 6 et 10 systèmes où ils ont une aide à la maintenance à travers ces tablettes et donc avec la réalité augmentée. Ils travaillent avec 3D expérience, CATIA plus CATIA Composer, et puis ensuite ils convertissent ça dans une lunette qui convertit tout ça dans un format lisible par les tablettes. Et donc l'avantage c'est évidemment du gain en temps de maintenance, de prévention du système, et puis aussi la possibilité de former plus rapidement des techniciens qui vont être amenés à faire la maintenance de ces différents trains d'atterrissage. Et j'en finis. Donc l'atelier 2 a été animé par Nathalie Nicolas et il a été consacré à la production dans l'usine du futur. Donc 7 intervenants ont partagé leur expérience et points de vue autour de 4 thématiques. Autour de la métrologie, tout d'abord, on a entendu M. Aujar, qui est directeur général de Sales France, et M. Ducard, qui est directeur des ventes chez Hexagone, si je ne me trompe pas. Sur la fabrication additive, M. Mull, qui est président de la société Addidream, M. Loisance, qui est directeur du multistation, et M. Laher, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine et au laboratoire LEM. Je ne me trompe pas. Donc la thématique de la cobotique a été abordée par M. Villalonga de Cisax. Et enfin, l'enlèvement de matière a été abordé par M. Troya, qui est directeur général de Huron. Donc tout à fait dans la continuité des conférences de ce matin, leurs présentations, je trouve, ont relevé le fait que leurs entreprises ou laboratoires de recherche en fait, se préoccupent de toute la chaîne de valeur du produit avec une interconnexion impressionnante de toutes les problématiques, que ce soit de conception, matériaux, fabrication, post-traitement, contrôle. Comme l'a souligné M. Loisance, cela a un impact très important sur l'humain, car se préoccuper par exemple de fabrication additive dans une entreprise met en mouvement toutes les facettes d'émission des acteurs de cette entreprise, à tel point que cela peut provoquer parfois une déstabilisation importante. Les hommes qui composent ces entreprises, d'autant plus que les solutions proposées sont elles-mêmes en mouvement permanent. Du coup, les hommes qui composent ces entreprises construisent très difficilement de nouvelles manières de faire parce que cet univers est trop instable et des industriels constatent même que les entreprises peuvent être freinées dans leurs investissements, par exemple sur la fabrication des outils. Ce dont elles ont les besoins qui ressortent pour ces entreprises, c'est d'être conseillées et accompagnées. Et elles ont besoin aussi de trouver des collaborateurs, techniciens et ingénieurs à fortes compétences dans tous les domaines, capables d'envisager et d'intervenir dans toutes les étapes du processus. Donc là, on se rend compte un petit peu des enjeux qui sont énormes en fait. Les compétences qui sont ressorties dans nos discussions et qui sont attendues par les acteurs présents sont donc des bases particulièrement solides, mais aussi des savoir-faire plus pointus. Les techniciens doivent de plus être capables de comprendre toute cette chaîne dans laquelle ils vont intervenir à un endroit, mais ils doivent être capables d'envisager la totalité. Un intervenant a souligné le besoin d'hyper-polyvalence. Ce terme est assez impressionnant.
fait peur un petit peu aussi, et les besoins des entreprises sont aussi extrêmement différents. Alors, voilà, nous qui sommes formateurs, face à ça, il va falloir relever le défi. Et les questions et remarques des personnes qui étaient là ont été nombreuses. Et le premier terme qui a été abordé, c'est l'investissement. Des questions posées sur les difficultés d'investir. Les professionnels ont souligné le fait que l'achat est sans doute un modèle obsolète qui nécessite d'être repensé. Et qu'on doit aussi réfléchir très particulièrement à l'adéquation entre le niveau d'investissement que l'on va faire au regard de ce qui est vraiment nécessaire en termes de formation. Car il a été évoqué le fait que certaines problématiques techniques fondamentales de l'industrie 4.0 peuvent être abordées avec des matériels assez simples tout compte fait. D'autre part, la deuxième grande thématique, ça a été l'organisation du temps de formation sur les 2 ans pour l'instant pour les techniciens. Commençons par le recrutement, et j'ai relevé ce qu'a exposé M. Troya, qui nous a indiqué que quel que soit le niveau en fait, de recrutement, l'entreprise Huron ne recrutait que des personnes qui bricolent, qui ont cette appétence pour le technique, car selon lui, non seulement elles ont appris, mais en plus elles ont assimilé par leur action de tous les jours et par leur appétence des choses qui ne sont pas forcément transmissibles que sur les bancs de l'école. Ensuite, nous avons parlé de la formation qui doit assurer non seulement des bases solides, comme je l'ai dit, mais aussi des savoir-faire plus pointus. Et tout compte fait, on se rend bien compte qu'il n'est pas possible en 2 ans, et en recrutant des jeunes n'ayant plus des bases en technologie, de former aujourd'hui des techniciens omniscients sur tous les domaines que l'on a abordés dans cette journée extrêmement riche. Il y a des pistes quand même qui ont été évoquées, comme par exemple un début de formation qui permettrait d'assurer appétence pour la technologie, vision d'ensemble des problématiques de la production au sens large et la construction de bases solides. Puis ensuite une spécialisation en fonction des thèmes sur lesquels les étudiants ont accroché, ce qui permettrait une spécialisation dans certains domaines, mais pas forcément dans tous pour tous les étudiants, mais aussi donc permettrait la formation de techniciens qui rentreraient sur le marché de l'emploi avec une forte motivation pour certains des domaines sur lesquels ils ont accroché. Et cette motivation pourrait être sans doute également un gage de l'apprentissage tout au long de la vie. Voilà. Donc j'espère avoir retracé correctement ce qui a été évoqué dans cet atelier 2. Merci. Essayer de faire vite pour l'atelier 3. Donc l'atelier 3, c'était le numérique dans l'usine et les outils, les objets. On a eu 8 intervenants. Alors, comme les autres groupes, on a débordé un peu, mais en gros, on a eu des intervenants qui travaillaient plutôt sur la production de données et qui ont mis en place dans leurs entreprises des systèmes de production de données, donc soit pour des entreprises qui produisent des produits, des composants mécaniques. On a eu aussi des présentations de la part de Siemens comme acteur global de la chaîne de valeur de l'idée jusqu'à l'objet avec toutes les possibilités numériques, production, data, cloud et ainsi de suite. On a eu aussi sur les données numériques, l'une des utilisations qu'on peut voir, c'est le jumeau numérique, plus la virtualisation et les simulations qui permettent de faire, par exemple, des activités pédagogiques intéressantes pour essayer de favoriser l'apprentissage sur la partie aéronautique. Donc ça, c'était le pôle d'Aix-Marseille, et une expertise aussi sur les outils de visualisation avec le pôle image, un enseignement du département J, donc autre département J-Méca, mais une croisement très intéressant sur les valeurs, on va y revenir. Donc l'une des questions qui se pose quand on produit des données numériques, c'est quel type de données, combien et comment les exploiter. Donc sur ces sujets-là, la problématique du génie méca, c'est quelle est sa place d'étudiant en génie mécanique là-dessus, quelle est sa place sur la production de données, la gestion de données. Par contre, sur le numérique, avec les utilisations qu'on a vues au travers de la réalité virtuelle et des différentes applications que les entreprises nous ont montrées, s'est posé la question
de ce qu'on peut faire nous en tant que formateurs génie méca sur ces sujets-là. On a déterminé en fait 2 rôles, on s'est posé la question, on voit 2 rôles. Un rôle de formateur bien entendu, donc il faut d'abord maîtriser ces technologies. Donc là, certaines entreprises nous ont présenté des activités qu'ils ont de systèmes pédagogiques prêts à l'emploi, qui permettent de mettre en œuvre toutes ces technologies-là. Siemens ou l'entreprise ACE par exemple, qui est spécialiste de l'énergie, mais qui a développé des maquettes pédagogiques autour de ça. Donc de notre point de vue, sur le rôle de formateur, on a retenu une chose importante, c'était que nos jeunes, nos diplômés, devaient être aptes à communiquer le plus simplement du monde avec leurs homologues d'autres métiers, tout en gardant leur métier. Et c'est en fait nous amène à une question, c'est quelle est la place du curseur que l'on va mettre entre la compétence génie mécanique de ces jeunes-là et la compétence et l'ouverture nécessaire pour aller travailler et interfacer avec d'autres métiers qui ne sont pas du tout les leurs, que ce soit l'électricité, l'électronique, le traitement des données. On a vu tous les métiers qui tournent autour de ça. On a vu que du point de vue pédagogique, la réalité virtuelle c'était un outil qui pouvait être intéressant, qui pouvait faciliter l'apprentissage, mais qui posait des questions techniques assez intéressantes tant qu'à son usage. Et puis on pense au travers de tout ça, a été posée une question par le collègue de Lyon, c'est mais sur ces systèmes-là, vous avez beaucoup de données produites, comment est-ce qu'on fait nous, dans les centres de formation, quand on n'a pas de machines qui produisent des données? Je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus, à partir de ce constat-là. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour nous de devenir formateurs? Ça c'est sûr, on a déjà des briques qui existent chez nous, mais d'essayer d'intégrer ces outils-là pour produire de la valeur ajoutée pédagogique à partir de notre savoir-faire qui est finalement l'ingénierie pédagogique. C'est notre savoir-faire, donc il faut aussi le valoriser et certainement utiliser ces outils-là pour continuer à partager ce qu'on a fait là, par exemple, sur Génie Méca, mais ça peut être aussi de la formation, comme on le fait dans l'ACD Génie Méca, qui est plutôt dynamique là-dessus. Essayer de travailler avec des outils qui pourraient, avec toutes ces technologies numériques, peuvent travailler à distance, on peut échanger les données, il y a peut-être moyen de mutualiser une nouvelle forme d'apprentissage avec ces outils-là, en les utilisant à notre profit. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant sur la rédaction des PPN à terme. On pourrait envisager une manip qui est située à Bourges et qui va être pilotée par des étudiants à Aix pendant un certain temps et vice-versa, et chacun apporte sa spécialité. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se poser la question comment ça interface avec les autres spécialités. Alors les plus proches de nous, ça peut être mesure physique, gym, E2I, peut-être informatique aussi, il ne faut peut-être pas les perdre de vue sur ces sujets-là. Et ces outils-là nous permettent peut-être de partager ces compétences-là et faciliter la formation et donc la mise en adéquation de nos futurs jeunes avec les besoins des entreprises qui sont importants. Je tenais d'abord à remercier les participants, les intervenants tout d'abord, les conférenciers qui ont entamé cette journée et qui ont, on va dire, un petit peu posé les choses ce matin. Bien sûr, les animateurs et les participants aux tables rondes, vous avez eu les retranscriptions rapides tout de suite. Et on voit aujourd'hui cette journée, mais pour moi, je l'ai trouvée un peu trop courte, parce qu'effectivement, elle était extrêmement dense, et donc elle a été pour moi extrêmement enrichissante. Je voulais aussi remercier les organisateurs, donc Jean-Pierre, Nathalie, Pierre, Nicolas et André, qui n'est pas là, il a abusé de son corps, donc voilà ce que ça donne. Pour l'organisation qui est quand même carrée, effectivement, elle a été extrêmement bien reçue, et pour ça je voulais les en remercier. Tony également pour son accueil, et puis Aude, qui ont œuvré pour que nous soyons bien ici, et bien sûr l'IUT de Dijon-Auxerre également. Aujourd'hui, si je conclue un petit peu par rapport à ce qu'ont dit les différents participants, il y a des choses qui me rassurent beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, on parle de révolution numérique, mais on a surtout insisté sur le fait que sans les fondamentaux techniques et scientifiques, tout ça, ça sert absolument à rien.
Et ça, c'est intéressant parce que derrière, dans notre formation, ça veut dire qu'il y a quand même dans l'ADN de base des éléments qui sont importants à garder. Et ça, je pense à notre futur diplôme, notre futur DUT, qu'il soit en 120 ou 180 CTS, ça ne change rien. Et l'ADN en lui-même, il est bon au départ, c'est-à-dire la capacité de nos étudiants à s'adapter, eh bien, c'est des choses qu'il va falloir qu'on garde. Et donc, on garde, ça ne veut pas dire refaire la même chose, mais les garder dans ce nouveau contexte qui est cette révolution numérique et cette petite usine du futur. Et effectivement, ce que j'ai pu retenir également, c'est qu'il faut toujours rester connecter les mondes virtuels et réels. C'est extrêmement important et le faire à l'intérieur du même diplôme. C'est-à-dire que nos étudiants, il faut absolument les connecter au sens réel des choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre au travers à la fois des industriels qui ont fait des présentations aujourd'hui, mais également les réponses des collègues, ou ce qu'on peut dire tous les intervenants. Autre chose également, nos étudiants, enfin plutôt nos diplômés, nos futurs diplômés, vont évoluer dans un univers en perpétuelle justement évolution, et les risques de déstabilisation sont réels, et il faudra également leur apprendre à être plus résilients. Alors, effectivement, derrière, ça veut dire une remise en cause des contenus de formation, pas sur les fondamentaux, mais sur justement les adapter à ces évolutions, mais aussi dans les modalités de formation. Demain, l'étudiant, pour moi, d'après ce que j'en conclus, c'est qu'on ne va pas lui apprendre uniquement, on ne va pas lui donner des méthodes de résolution de problèmes uniquement, on ne va pas lui donner de la connaissance, on va aussi lui apprendre à apprendre. C'est lui apprendre à évoluer dans son entreprise, c'est aussi lui apprendre à apprendre, c'est-à-dire par rapport aux missions qui lui seront confiées, à acquérir des compétences à la fois par lui-même, ou à être capable d'évoluer dans un monde qui est en formation continue, on va dire. Et donc d'où, dans le développement du DUT, cette notion de compétences ou de bloc de compétences qui pointe, et derrière il va falloir être capable non seulement d'assurer la formation initiale de nos étudiants, mais aussi d'assurer le service après-vente. Le service après-vente, c'est quoi? C'est ce qu'on appelait, j'allais dire, assez primitivement le recyclage, qui sera plutôt nos étudiants, peut-être, viendront dans l'avenir régulièrement et évoluer au niveau de leur formation et de leurs compétences dans nos IUT. Mais également les enseignants, parce que les enseignants sont aussi, il y a une peur, c'est effectivement, est-ce qu'on va être à la hauteur? Mais oui, on sera à la hauteur, parce que derrière, on va aussi nous évoluer. Puisqu'on sait se remettre en question, mais ça ne va pas changer ça. On continuera à se remettre en question. Et ça, c'est, je crois, comme le disait notre camarade tout à l'heure, valoriser l'ingénierie pédagogique, ça, on ne le fait pas assez, il faudra le faire plus. Voilà, je pense que je vais arrêter parce que sinon, là, j'ai tué le chrono. Je vous remercie encore une fois d'avoir été aussi présent et aussi actif dans cette journée que j'ai trouvée extrêmement enrichissante. Merci à tous. Donc tout d'abord, un grand remerciement donc, à l'ensemble des équipes techniciens qui ont œuvré, qui est toujours à l'œuvre d'ailleurs en ce moment, qui a capté effectivement toutes les présentations, qui a mis à disposition les équipements nécessaires pour que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions, que les micros fonctionnent bien, on voit que les batteries ont tenu. Donc c'est ça aussi l'innovation, il faut savoir aussi être à la hauteur de l'événement. J'ai pas pu participer à tout malheureusement, certes j'ai pu apercevoir quelques présentations, quelques débats, quelques échanges, et à ce propos, donc, ça nous rassure, et ça me rassure en particulier, mais ça rassure aussi les départements dans lesquels que j'ai engagé dans la démarche, sur un projet en fait d'espace de mini-industrie 4.0. Donc bien que le projet qu'on a lancé est en cohérence avec ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est
C'est-à-dire, on va partir de 2 produits fabriqués par le département génie biologique, un produit liquide et un produit solide, et qui seront bien sûr adaptés, customisés par les consommateurs qui pourront justement par des visites virtuelles, etc. Donc venir visiter les locaux, venir aussi choisir leurs produits et les personnaliser, etc. Donc on est dans cette communication. Voilà. Donc tout ça c'est important de pouvoir se tenir informé, mais je voulais dire aussi par rapport aux présentations et aux acteurs économiques, un grand merci aussi à ceux qui ont fait le déplacement, qui ont donné du matériel. Je crois que la réalité virtuelle peut servir aussi de communication auprès des jeunes, pour les attirer vers ces métiers qui sans doute sont promis à un bel avenir, même si on ne les connaît pas. Mais on sait qu'effectivement ils peuvent être intéressants, et je pense que c'est une bonne occasion. C'est assez difficile d'aller dans les entreprises, il y a du secret, etc. C'est vrai que faire visiter les gens dans des laboratoires avec des salles blanches, c'est pas facile. Donc il y a un intérêt, effectivement, à cette virtualisation, à ces visites virtuelles pour présenter les métiers et les conditions de travail. Une information aussi, il n'y a pas de technologie innovante, d'industrie 4.0 sans bâtiment intelligent. Alors, petite information, vous avez un boîtier tout en haut ici, qui est en plus de la borne Wi-Fi. C'est un projet de recherche qui permet en fait de savoir où se trouvent les personnes, est-ce qu'elles se déplacent à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur, de leur donner une information, parce qu'il y a des personnes présentes dans l'amphi, parce que l'amphi est libre, occupé, etc. Et donc, aussi au niveau sécurité, s'il y a un incident dans l'établissement, est-ce qu'on doit rester confiné? Est-ce qu'on doit évacuer? Donc via les smartphones, en fait, connectés, alors je vous rassure, on ne vous a pas capté, on ne vous a pas piraté quoi que ce soit, vous n'avez pas téléchargé l'application permettant justement de vous géolocaliser, mais c'est l'objectif à terme donc, de ce projet de recherche, pour donner la bonne information aux utilisateurs, aux espaces. Et c'est un projet qui est en lien donc, avec les aéroports de Paris. Vous voyez, donc à Dijon aussi, on est dans l'innovation, et pas uniquement bien sûr sur un seul secteur d'activité, donc parmi pas mal de secteurs d'activité. Voilà, donc un grand merci à tous, et moi pour moi c'était un bonheur que de pouvoir participer et de pouvoir mettre à disposition donc, les moyens matériels pour que puisse se réaliser cet événement, comme on l'a dit. Le collègue tout à l'heure, bien trop court et dense, mais on n'essaiera plus de les prolonger, de les faire durer. Et je souhaite à tous et à tous une très bonne fin de colloque avec effectivement un apéritif donc à l'endroit où vous avez été accueillis donc, ce matin pour terminer. Et puis pour certains qui vont être payés, je pense que c'est ça. Oui, on va les laisser faire. Voilà. Merci beaucoup.